Voilà, nous sommes aujourd'hui le 5 novembre 2017 et nous avons invité Patrick Medina pour nous parler de la République démocratique et sociale de Catalogne. Bonjour Patrick. Bonjour Karl, c'est un grand plaisir d'être avec toi une fois de plus. Donc, est-ce que tu pourrais pour commencer, nous parler un peu de l'histoire de la République espagnole dans les années 1930? Alors, il faut savoir qu'on peut même remonter un peu plus loin, puisque des tentatives de république, il y en a eu 5. La première, elle date de, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est 1641, donc au XVIIe siècle. On a eu une république catalane. Ensuite, il y en a une deuxième au XIXe siècle, en 1873, et bien sûr plus près de nous, en 1931, donc avec Francesc Macià, et juste un peu après, au moment du coup d'État, juste un peu avant le coup d'État des Assurés et de Franco, en 1934 avec Luis Companys, et la dernière donc avec Carlos Puigdemont en 2017. Si on est sur les périodes des années 30, c'est une anticipation sur ce qui va se passer des heures sombres de l'Espagne franquiste, où Macià donc, va déclarer par anticipation une république catalane qui durera peu de temps, parce que le gouvernement espagnol, le gouvernement central espagnol, renégociera auprès de Macià ce qu'on peut appeler presque l'embryon déjà d'une autonomie catalane, à peu près avec les mêmes ingrédients qu'on aura en 1934 avec Luis Companys, mais avec une fin beaucoup plus funeste, puisque devant quitter l'Espagne franquiste, il sera attrapé par la Gestapo, livré Luis Companys par les autorités militaires françaises et fusillé en 1940 à Montjuïc, donc par la Phalange. On voit que en fait cette revendication elle vient de loin. Le peuple catalan est une entité catalane, un véritable peuple à part entière, qui cohabite avec des moments de turbulence avec l'Espagne, et aujourd'hui je crois qu'on est encore un de ces moments de la croisée des chemins entre ces deux peuples. Alors, ensuite, il y a donc eu la dictature sous Franco qui s'est terminée, si je me souviens bien, en 1975. Oui, hein? À la mort de Franco en 1975. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la fin de la dictature et la mise en place des structures démocratiques à partir de 1975-76? Alors, jusqu'à la dictature, elle perdure jusqu'à 1975. C'est vrai que quand on relate la guerre d'Espagne, moi je le vois souvent dans le quotidien de ceux qui sont les scolaires qui viennent dans le cadre du travail que je pratique. On est toujours sur le même temps, 36-39, le coup d'état militaire. Alors c'est vrai que pour nous Français c'est 36-39. En réalité c'est 40 ans la dictature, 40 ans jusqu'à 1975. Puisque Franco va mourir paisiblement dans son lit et que jusqu'à son dernier souffle, des gens seront sommairement exécutés pour des délits d'opinion en Espagne. Alors c'est vrai que va s'ouvrir une période nouvelle qui va remettre l'Espagne un peu à son niveau, c'est-à-dire une Espagne qui va se démocratiser avec donc l'arrivée au pouvoir du roi Juan Carlos, désigné d'ailleurs assez curieusement par Franco lui-même, et par la mise en place de ce qu'on appellera donc les autonomies en Espagne, dont une des plus vindicatives au départ sur son territoire par les bandes armées qui sera le Pays Basque et la ETA, mais de manière beaucoup plus diplomatique en Catalogne, parce que ça va revêtre un moment, je dirais, d'envie, de désir, porté par un gouvernement, Josep Taradell, qui fera ce magnifique discours revenant donc de l'exil, en disant, voilà, Catalan, je suis revenu, et va se mettre en place en fait, ou en route, un pays tout neuf qui avait été mis sous le boisseau pendant 40 ans de dictature, et qui va se révéler comme étant la locomotive de l'Espagne, avec cette envie de ce peuple tout neuf, qui va tirer, je vais dire, peut-être de ces heures noires, des moments merveilleux. La liberté en Catalogne, enfin dans toute l'Espagne il faut dire, mais en Catalogne va donner des sentiments je dirais de respiration, que même en France on n'arrive pas à comprendre. Un temps magnifique. Alors ensuite, il y a donc eu la Constitution espagnole de 1978, hein, qui a donc construit un pays fédéral. Alors, je crois que c'est intéressant de parler de fédéralisme, parce que je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais ça devrait nous renvoyer aussi à peut-être ce gros déficit qu'a l'Europe aujourd'hui en matière de fédéralisme. C'est vrai que l'Espagne, vue de France en tout cas, avec l'autonomie, serait en avance par rapport à nous, dans le cadre d'une régionalisation.
il faut savoir quand même que le gouvernement central continue à tenir les rênes de l'Espagne. Alors c'est vrai qu'on a transféré, ça s'est fait petit à petit, hein, les transferts de compétences, notamment avec une police catalane, les Mossos d'Esquadre, avec une langue qui est enseignée aujourd'hui, le catalan, dans toutes les écoles, mais ce qui n'a pas été peut-être transféré complètement et qui continue à être le nerf de la guerre, bien sûr, c'est l'impôt et la fiscalité. Il faut savoir que c'est Madrid qui prélève l'impôt et ensuite Madrid reverse aux autonomies, donc l'équivalent de ce qu'il juge, lui, l'État central nécessaire pour faire vivre ces autonomies. Une des particularités, par exemple, qui revient souvent dans la bouche des Catalans, c'est le réseau routier. L'essentiel du réseau routier en Espagne est financé par la Generalitat de Catalogne, j'allais dire l'État catalan, par l'autonomie catalane. Et ce qui est assez curieux, c'est que ce réseau, donc financé par l'impôt catalan, se trouve être gratuit dans toute l'Espagne, sauf pour la Catalogne, puisque les autobillets sont payantes. Alors combien de fois j'ai entendu dire, on finance tout le réseau espagnol, et le seul endroit où on paye les routes, c'est chez nous. Alors c'est vrai que ça va poser un problème, et ce problème, je crois qu'il va trouver son sens, ou son non-sens, je ne sais pas, dans ce mouvement indépendantiste qui va naître en 2010, avec le statut, la demande de l'statut. Les Catalans vont demander davantage dans le cadre de leur propre autonomie, que les Basques ont réussi d'avoir et que les Catalans n'ont pas réussi à avoir. Et à partir du refus de l'État espagnol, parce qu'on est au moment le plus fort de la crise en Europe et particulièrement en Espagne. Et les Espagnols, le gouvernement central de Rajoy dit non, là pour l'instant, l'impôt, on ne touche pas, la crise est trop forte. Et ça veut dire qu'en réalité, le statut voté par les Catalans, donc de manière là très démocratique, sera complètement dégonflé, complètement dénaturé par le gouvernement espagnol. Et là, il est fini, à mon avis, de se mettre à la table de la négociation et va commencer à s'embrayer sous la présidence d'Artur Mas, la demande de l'indépendance. Donc ça, c'était en 2010. Oui. Ouais. Donc c'est à partir de là, si je me souviens bien, qu'il y a eu la montée des mouvements indépendants. Alors, je pense que là aussi, ce qui était donc le gouvernement catalan de l'autonomie catalane, qui avait été piloté par Jordi Pujol et ensuite par Artur Mas, c'était donc Convergència i Unió, le CIO. Moi, j'ai jamais trop cru qu'ils étaient indépendantistes. Ils ont utilisé, à mon sens, une cartouche qui était peut-être, en essayant de faire monter cette pression de l'indépendantisme, de revenir vers un bras de fer, un rapport de force qui leur serait favorable avec l'État espagnol. Mais ils se sont fait déborder par la rue. Ils se sont fait déborder par la rue parce que les revendications, en plus il faut savoir que les majorités qui se faisaient à ce moment-là étaient accompagnées de la CUP et de l'ERC, de l'Esquerra Republicana Catalane, qui eux sont des mouvements politiques indépendantistes et qui ont su mobiliser sur toutes les grandes manifestations depuis 2010 des milliers voire des millions de gens dans la rue, qui eux ont demandé l'indépendance. Et on va se retrouver donc avec les gouvernements en place, la CIU, la Convergència i Unió, dans un moment où la rue les a dépassés et va les contraindre à devenir, eux, une force de revendication de l'indépendance. Mais au départ, je ne suis pas sûr que ce mouvement ait été porté par des responsables politiques favorables à l'indépendance. Je crois que le gouvernement espagnol ne l'a pas vu venir, ça non plus. Parce qu'il est évident que si on avait désamorcé la revendication de la rue, et en tout cas les responsables politiques à ce moment-là, et l'Espagne avait autorisé un référendum, il est à peu près certain que le non de la séparation de la Catalogne envers l'Espagne aurait gagné. Le mouvement indépendantiste était minoritaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi Rajoy a voulu s'entêter à bloquer en fait tout le système, à paralyser le système démocratique pour en arriver aujourd'hui à ce que nous voyons. Et on n'y voit pas très clair en plus hein, sur l'avenir de ce qu'est l'enjeu aujourd'hui en Espagne. Alors, ensuite, une date importante, c'était les élections en Catalogne le 27 septembre 2015. Oui. Donc c'est à partir de là qu'il y a eu une majorité indépendantistes qui ont formé un gouvernement. Alors c'est un gouvernement un peu tricéphale, donc il y a la CUP, il y a ensuite l'ERC et il y a donc ce qui était l'ancienne Convergència i Unió. C'est une majorité, elle est réelle, avec une division aussi, et il faut savoir, bon, le Parti populaire en Catalogne, le PP n'a quasiment pas de représentants, mais on a noté aussi un fort recul du Parti socialiste. Comme on l'a vu un peu chez nous en France, autant le PSOE, donc le Parti socialiste espagnol, que le PSC, le Parti socialiste catalan, n'a plus pesé grand-chose. Et donc cette force de coalition, aux alentours de 70 sièges, je crois, 72,
était majoritaire dans le cadre d'une revendication indépendantiste. C'était pas une grande majorité. Le problème, en fait, il est là aussi. Et c'est sur ça que s'appuie le gouvernement espagnol, c'est de dire qu'une moitié de la Catalogne n'est pas favorable à l'indépendance. En siège, oui, au Parlement catalan, mais dans la rue, c'est du 50-50 quasiment. Alors maintenant, peut-être que la tendance, je ne sais pas si on abordera le sujet, ça me semble important sur l'actualité, peut-être qu'il y a une partie aujourd'hui d'une population qui n'était pas favorable à l'indépendance, qui est en train de basculer par rapport aux événements que nous voyons en Espagne et en Catalogne. D'ailleurs, à ce sujet, il y a eu un sondage qui a été publié dans l'Indépendant il y a quelques jours, qui donne, je crois, 48,5% pour l'indépendance et à peu près 39% contre l'indépendance. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va faire un grand pas. Hein. Il y a eu le référendum du 1er octobre de cette année. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on est arrivé là et quel est le résultat de ce référendum? Alors, bien sûr, le référendum, Carles Puigdemont a décidé, donc, avec notamment son numéro 2, donc, qui est Oriol Juncker, de solliciter, de donner la parole au peuple. Donc, la seule manière de le faire, c'était sous mode référendaire. C'était la question était simple, pour ou contre l'indépendance de la Catalogne, oui ou non. Alors, c'est vrai que ce référendum, l'Espagne l'a toujours considéré depuis le départ comme étant illégal. Ça veut dire que quel que soit le résultat qui ait pu être donné par le référendum organisé par le Parlement catalan, il n'aurait pas eu de validation par l'État espagnol. Bon, Puigdemont a considéré que lui, de toute façon, c'était la souveraineté du peuple catalan qui prévalait sur celui du peuple espagnol. Donc, c'est au travers des résultats du référendum que la décision serait prise, soit de rester dans l'Espagne, soit éventuellement de faire sécession. Bon, ce référendum, bien sûr, il a été rattrapé par l'institution espagnole. C'est-à-dire, ne rentrant pas dans un cadre légal, eh bien, Rajoy a demandé donc aux autorités militaires et policières de rentrer dans le jeu. Alors c'est vrai qu'ils l'ont fait de manière très musclée, hein, on a tous vu les images, interdisant le référendum avec des enquêtes qui ont été menées autour de certains responsables, avec le fait qu'on puisse prendre les urnes et les bulletins de vote. On séquestre donc toute possibilité d'organiser de manière normale et démocratique un référendum. Il a été fait dans des conditions un peu rocambolesque, mais bon, il a été fait. Ça a apporté quand même un peu plus de 2 millions d'électeurs, ce qui est assez important. Il y a, je crois, 5 millions d'électeurs, 5 millions et demi peut-être d'électeurs en Espagne, donc on avait un corps électoral à peu près de 50%. Compte tenu des conditions, c'est assez bien, en sachant que les gens qui n'étaient pas favorables à l'indépendance ne sont pas allés voter, ce qui est assez étrange, parce qu'on peut aussi, dans une démocratie, manifester son sentiment en allant voter et en disant qu'on n'est pas d'accord. C'est aussi ça la démocratie. Bon, ils ne l'ont pas fait, ce qui va de fait diminuer le corps électoral, puisqu'ils n'ont pas fait acte de vote, considérant que le référendum était illégal. À partir de là, il est clair que le oui a gagné très largement, à plus de 90% sur les un peu plus de 2,5 millions d'électeurs. Mais avec aucune reconnaissance officielle, puisque ce référendum n'avait, aux yeux de Rajoy et du gouvernement espagnol, aucune validité. À partir de là, quelques jours de négociations après ce référendum, où les Catalans sont prêts à se remettre autour de la table pour faire valider un vote qui soit légal aux yeux de l'État. Là, il y a eu une espèce de jeu entre chat et souris, entre Puigdemont et Rajoy, où chaque jour chacun avançait un pion pour finalement bloquer tout le système avec l'emprisonnement des deux Jordis, Jordi Cuixart et Sánchez, le président de l'ANAC et de l'Òmnium. Et là, on a vu qu'on montait en puissance. Et que là, c'était vraiment les forces policières qui allaient rentrer dans le jeu, et l'État appliquait ce fameux article 155, où finalement, la seule solution qu'avait Puigdemont, c'était de déclarer l'indépendance au travers, ou aux yeux du résultat du référendum, de déclarer l'indépendance de la Catalogne. Moi, je sais qu'au travail, j'ai dit, regardez bien, parce que cette indépendance, un peu comme les autres, elle va avoir à peu près que le temps de ce que dure l'odeur des roses, c'est-à-dire pas grand-chose. L'indépendance déclarée, elle était déjà quasiment châtiée en fin de journée même. Après, c'est vrai que là, j'ai eu moi le sentiment que le ton allait se durcir. Je peux te citer 2-3 anecdotes concernant, par exemple, le vote le référendum. Autour de moi, j'ai eu des gens de provenance espagnole qui ne croient toujours pas aux images vues des maltraitances portées par les policiers à l'égard des gens qui allaient voter.
j'ai pas réussi à les convaincre. Ils disaient, ben non, ça c'est des images qui ont été montées par la télévision catalane pour essayer de montrer du doigt l'état répressif espagnol. Ces images n'ont jamais existé. Donc on a aujourd'hui vraiment des gens qui ne veulent plus entendre. Alors d'un côté, il y a les gens, les indépendantistes qui ne veulent plus parler avec les Espagnols qui ne veulent plus parler avec les Catalans. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, parce que j'ai l'impression que la blessure maintenant est profonde et il y a loin entre le couteau et la plaie. Alors, pour revenir sur les questions légales ou illégales, l'Espagne fait partie des Nations Unies. Oui. Et dans la charte des Nations Unies, il y a le droit à l'autodétermination des peuples, qui est implicitement reconnu par l'Espagne, par le fait qu'elle soit membre des Nations Unies. Oui. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi le gouvernement espagnol ne reconnaît pas ce droit? Je crois que la question elle est complexe parce qu'à mon avis elle touche à plein de choses. J'ai vu que sur les 200 membres de l'ONU, aucun membre déjà ne reconnaît l'État catalan. Donc déjà, première chose. La deuxième, c'est le déficit, je te disais tout à l'heure, le déficit de l'Europe. Si tu me permets, je te fais juste une petite parenthèse. Moi j'étais un électeur qui a voté contre Maastricht et contre le traité constitutionnel. Pas par anti-européisme, mais parce que l'Europe qui nous était proposée, eh bien, à mon avis, c'était vraiment un libre marché et que ça ne correspondait pas aux aspirations des peuples européens. Donc je me disais, c'était pas la bonne solution. En vieillissant, peut-être qu'on s'amende un petit peu. Moi, j'étais plutôt de culture jacobine et pas du tout girondine. Et là, je me dis maintenant, peut-être qu'il faut plus d'Europe, beaucoup plus d'Europe. Alors pas dans le sens des nations, pas dans le sens jacobine, au sens que nous avons, nous, Français, avec un État central et tous ces droits régaliens ou ces pouvoirs régaliens, mais plutôt une Europe avec un Parlement européen qui donnerait justement la possibilité à du fédéralisme qu'on n'a pas. Parce qu'on voit quand même au jour d'aujourd'hui que chaque fois que l'on pose la question de ce qui se passe en Espagne, on nous répond quoi? Eh bien on nous répond, on ne traite qu'avec l'Espagne qui est un État, on ne traite pas avec le gouvernement autonome catalan. Et je crois que là, ça va poser un véritable problème européen. La crise espagnole et la crise catalane a montré clairement qu'en fait, cette idée d'Europe fédérale, elle n'existe pas. Donc là, premier élément d'échec, il est patent et visible. Et ensuite, il y a les droits de l'homme. Et là, je crois qu'au minimum, quand même, sans savoir si l'on se positionne en faveur de l'indépendance ou pas, mais uniquement à partir du moment où on porte une atteinte sur des responsables politiques qui sont aujourd'hui enfermés au même titre qu'un terroriste. Ils ne sont pas en situation aujourd'hui de sortir de prison sous caution. Ils sont vraiment là à attendre un procès dont on ne sait même pas quand est-ce qu'il va avoir lieu et à se dire quel est aujourd'hui le reproche qu'on peut faire chez les militants politiques. On parle de prisonniers politiques, je crois que oui, il faut le dire. On est bien en situation aujourd'hui de transgression des droits de l'homme et de prisonniers politiques au cœur de l'Europe, quand même. Et il y a un autre élément qu'il faudrait que l'on aborde aussi, c'est la position de nos élus, à nous, dans le département, puisqu'on se revendique de la Catalogne du Nord. Moi, je trouve ça assez incroyable. Il y a très peu de temps, quand on a décidé de débaptiser le Languedoc-Roussillon pour l'appeler Occitanie, on a vu tous les maires mettre en dessous du nom de leur commune le mot pays catalan et se faire photographier pour apparaître tout souriant dans l'indépendant. Moi je voudrais bien qu'on y mette quelque chose dans le mot ou le nom pays catalan, parce que si c'est uniquement juste un coup de buzz, un coup de folklore pour se présenter devant la presse, eh bien au moins qu'on nous le dise. J'ai l'impression que les élus de chez nous, en tout cas, ils sont pas au niveau, parce qu'il faudrait qu'on arrête de tourner la tête sur ce qui se passe à quelques kilomètres de chez nous. On l'a fait sous Francouz, hein. Il ne faut pas l'oublier quand même. Alors que nos frères catalans ou nos frères espagnols mouraient à coup de dictature à quelques kilomètres et nous étions devenus français. Alors, où on est catalan à un moment donné quand ça nous arrange, et on redevient français quand ça nous arrange aussi. Moi je trouve que là aussi il y a une prise de position, de conscience, en tout cas de courage politique que nos élus devraient avoir. D'accord. Donc ensuite, là il y a une huitaine de jours, il y a eu la déclaration de l'indépendance. Et tout de suite, la mise sous tutelle, oui. La Catalogne. Ben oui. Oui. Ben oui, bon, cette mise sous tutelle, en fait, c'est une mise de l'autonomie, entre parenthèses. Moi, c'est là où j'avoue que j'y vois pas très clair. Alors, soit il y a des plans B, mais bon, les plans B, on les verra quand ils se mettront en place. Je vois pas ce qui peut se passer. D'abord, je reviens vers l'Europe, hein, puisque il ne peut y avoir d'indépendance de la Catalogne que s'il y a une reconnaissance de l'Union européenne. On ne peut pas laisser la Catalogne sur le bord de route parce que ça poserait des problèmes insurmontables en matière de monnaie, en matière de comment rembourser les dettes, sur quelle base on pourrait partir.
Alors ça pose le problème de l'unanimité, parce qu'il faut savoir quand même que pour quelques décisions qui soient prises au niveau de l'Union européenne, il suffit qu'un seul pays s'y oppose pour que rien ne se passe. Il est évident que l'Espagne, en tout cas concernant la rentrée de la Catalogne dans l'Union européenne, opposera son veto. Donc là, de ce côté-là, ça me paraît impossible. Ça a aussi posé un problème, et ça c'est peut-être mon inquiétude. Puigdemont avait dit que tout était mis en place. Le jour de la déclaration de l'indépendance de la Catalogne, la feuille de route était établie. Là, j'ai eu le sentiment ces derniers jours qu'il y avait quand même un peu d'amateurisme. Parce qu'une fois l'indépendance déclarée, on a bien vu que derrière, c'était la panique. Il n'y avait rien qui était prêt, rien, en tout cas rien qui avait été prévu, comme peut-être il l'avait prévu, et qui ne s'est pas passé, notamment au niveau de la reconnaissance de quelques-uns des États. On n'en a eu quasiment aucun, si ce n'est à la marge. La Corse et le Québec, mais ça on peut comprendre, jusqu'à preuve du contraire, la Corse et le Québec ne sont pas des États. Donc ça veut dire qu'on est vraiment tout seul. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec l'autorisation d'une élection légale? Alors d'une élection légale, avec la moitié d'un gouvernement en prison, Puigdemont, j'ai vu que là, pas plus tard que tout à l'heure, la police belge se propose finalement d'incarcérer les 4 membres et donc Puigdemont dans les jours qui viennent et les transférer très probablement vers l'État espagnol puisqu'il y a un mandat d'arrêt espagnol. Alors c'est vrai qu'il y a 60 jours, hein, je crois que c'est le délai. Il y a 60 jours pour que l'État belge décide de mettre en place le mandat d'arrêt international, ce qui pourrait à peu près amener au 21 décembre, mais ça ne serait pas tout à fait raccord. Donc ça serait déjà impossible d'avoir un président en prison, être candidat, parce que ça légalement, c'est juste pas possible. Et quand bien même, si les indépendantistes gagnent les élections, qu'est-ce qui se passe après? Moi je ne vois pas un seul moment Rajoy reculer en disant mais voilà maintenant il y a des élections légales et on revient à la case de départ et là je donne la possibilité à la Catalogne de partir. Qui peut croire à ça? Personne. Personne. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver à mon avis dans un conflit qui n'est pas réglé. Ou alors peut-être que le gouvernement espagnol va s'arranger pour des pressions, et ça bon, il faut leur faire confiance pour savoir le faire, pour qu'il n'y ait pas un mouvement indépendantiste qui puisse gagner les élections sous plusieurs formes. Comment vont s'organiser les élections? Quel type de campagne on pourra faire? Tout ce qui éventuellement débordera dans le cadre d'une campagne, si elle est autorisée, libre, que pas un seul mouvement soit fait en direction d'une séparation des 2 États. Donc ça veut dire qu'on va fausser l'élection. Je vois mal comment on va sortir de cette crise mal. Et puis je crois qu'en plus, il y a une véritable rupture entre les personnes. On ne va pas faire en sorte que les gens se rabibochent comme ça d'un coup de baguette magique. Il ne faut pas oublier quand même que il y a des fractures qui viennent de loin. Les 40 ans de dictature, ça a laissé des traces. Et aujourd'hui, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que j'ai vu ressortir dans les manifestations à Barcelone des photos de Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange quand même, qu'on a vu à Montjuïc, des gens sortir à visage découvert. Alors nous Français, c'est vrai qu'on a un regard un peu bizarre, ou pas de regard sur l'Espagne, mais on aurait dû se poser la question depuis belle lurette. On a des mouvements, nous, de droite ou de droite extrême en France qui existent et qui vont d'ailleurs à des élections. En Espagne, on n'a jamais eu, il n'y a pas de parti franquiste, parce que le parti franquiste, depuis longtemps, est fondé dans le Parti populaire. On a encore, il n'y a pas très très longtemps, un ministre Fraga, qui était, je crois, venant de la Corogne, de Galicie donc, qui avait été ministre sous Franco, il a été ministre sous Rajoy. Ça veut dire qu'on a vraiment un mouvement aujourd'hui qui est en train, comme on le voit un peu partout dans les nationalismes, se libérer et apparaître. Et en Espagne, eh bien, c'est la phalange franquiste, avec des relents pas très bons. Hein. Et je ne vois pas comment on pourra faire la machine arrière. On a entendu plusieurs fois le mot guerre civile. Il y a eu des moments où je me suis dit qu'on n'en était pas très loin. C'est là où on a besoin que l'Europe intervienne. Vraiment, on a besoin que l'Europe intervienne en Espagne. Bon, merci beaucoup.